Donc, la séance aujourd'hui, les défis de l'innovation et de la cohérence en microfinance est proposée par le Réseau canadien de développement économique communautaire. On est un réseau pan-canadien regroupant quelques centaines d'organismes locaux et de personnes qui s'investissent dans le développement économique local pour une économie inclusive et durable. Vous pouvez voir ici quelques-uns des logos de nos membres. Si vous aimez la séance aujourd'hui, je vous invite à devenir membre ou à vous abonner à notre bulletin de nouvelles électroniques gratuit. Cette séance fait partie d'une nouvelle série de webinaires. Les séances précédentes depuis l'automne traitent de la polyvalence des coopératives, l'impératif de la résilience, la gestion financière viable, les obligations d'impact social et bien d'autres. Toutes ces séances sont disponibles sur notre site web. Et cette séance en particulier est rendue possible grâce au soutien d'Uniterra, une des plus grands programmes canadiens de coopération volontaire internationale qui contribue à réduire la pauvreté et les inégalités dans 12 pays d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie. Uniterra appuie les organisations de pays en développement qui travaillent à améliorer les conditions de vie de leur collectivité. Pour en savoir plus ou pour des opportunités de volontariat, visitez uniterra.ca. Rendez-vous à uniterra.ca. On a aussi quelques webinaires qui s'en viennent et qui vont traiter du rendement social de l'investissement et des recherches actuelles en économie sociale. On y décrira les dernières innovations et ces webinaires vont réunir des experts canadiens de premier plan. Donc, joignez-vous à nous pour ces webinaires. Cette séance aujourd'hui comprend deux parties. On va avoir deux présentations par Linda et Claire sur les deux exemples de mutuelles, suivi par une période de questions. Les présentations vont durer à peu près 30 minutes en tout, donc on devrait avoir un peu moins de 30 minutes pour la période de questions-réponses. Mais avant de se lancer dans la matière et pour avoir une idée de qui sont les participants à notre séance aujourd'hui, on aime ça faire un petit sondage. Vous devrez voir à votre écran deux séries de questions s'affichent. Un sur votre intérêt dans le webinaire et l'autre sur votre niveau de connaissance des mutuelles, parce qu'on va parler pas mal des mutuelles aujourd'hui. Donc, pendant que vous répondez à ces questions, je vais introduire la séance d'aujourd'hui. Depuis quelques années, et surtout depuis l'attribution du prix Nobel à Muhammad Yunus en 2008, le microcrédit est devenu une activité fortement répandue dans tous les continents. C'est un outil qui vise à sortir les individus, en particulier les femmes, de la pauvreté. Mais son évolution rencontre des défis et des limites à certains endroits et des organisations du développement économique communautaire et de l'économie sociale cherchent des stratégies pour aller plus loin. Une de ces stratégies a franchi une étape importante dernièrement. En décembre passé, l'Assemblée nationale du Québec a adopté la loi 201 pour créer la Mutuelle de microfinance Québec. Ici, au Réseau canadien de développement économique communautaire, on tenait à souligner cette première au Canada, non seulement parce que c'est un bel exemple d'innovation, mais aussi parce que c'est l'innovation inspirée des principes du développement économique communautaire, un outil de réduction de la pauvreté qui accroît aussi le pouvoir et le contrôle des bénéficiaires sur leur propre destin. Et ça se fait par le biais d'une structure qui gagne à être mieux connue, la mutuelle. Donc, on est très content aujourd'hui de vous présenter deux mutuelles de microfinance, la mutuelle d'épargne et de crédit des pêcheurs artisans de Guinée et la mutuelle de microfinance Québec. Avant de se lancer dans notre première présentation, regardons le résultat de notre sondage. On a 3 personnes qui offrent des programmes de microcrédit, oui, un investisseur excellent, la vaste majorité du monde qui voudrait simplement savoir plus sur comment ça se fait, cette prochaine étape ou élargissement des services de microcrédit, un autre commentaire, et finalement, sur les gens qui savent c'est quoi une mutuelle, excellent, pas mal plus de monde que je pensais qui sait c'est quoi une mutuelle, plus que moi. Moi, je ne le savais pas exactement en détail avant de préparer pour cette séance. Et une personne, je ne sais pas si ça existait au Québec, Mutual of Omaha's Wild Kingdom, que j'ai connu quand j'étais tout jeune, mais c'est mon point de référence pour les mutuelles qui vous démontre un peu mon niveau de connaissance. Donc, on va essayer de passer, d'approfondir ça aujourd'hui en commençant avec Linda.
Je suis très heureux de vous présenter Linda Maziad. Elle a une expérience de 30 ans en développement communautaire, s'inspirant des valeurs liées à la démocratisation de l'économie et à la finance solidaire. Elle a exercé diverses fonctions dans des milieux associatifs et coopératifs et de l'économie sociale. Depuis 16 ans, elle intervient dans le secteur du développement économique local. Elle a contribué à l'implantation de la CEDEC de Québec, où elle a travaillé pendant 3 ans. Et en 1997, elle participait à la naissance du Fonds d'emprunt Québec, où elle a agi depuis à titre de directrice générale. Très impliquée dans le développement économique local, elle est membre fondatrice du Réseau québécois du crédit communautaire, présidente du pôle régional de l'économie sociale de la capitale nationale et elle est fréquemment appelée à agir à titre de conférencière et formatrice. Donc, merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui, Linda. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Bonjour à tout le monde. Donc, avec toute cette expérience et expertise, vous et le Fonds d'emprunt Québec a récemment été à l'origine d'une innovation inédite au Canada. Mais avant de parler de ce projet, il serait peut-être pertinent de mieux comprendre les défis et enjeux qui vous ont mené là. Oui, bien écoutez, on va passer aux enjeux rapidement. Les enjeux dont je vais parler, on va les retrouver dans la présentation qu'on va faire là, dans les prochaines minutes. Je vous dirais dans les défis et enjeux qu'on rencontre dans le passage du microcrédit à la microfinance, c'est pour beaucoup la question de la cohérence mission-vision. Sur ça, je le résumerai en disant garder le cap. Hein, comment on garde le cap de notre mission. Sur la question de l'innovation, on est au cœur de l'innovation, on va en parler amplement dans les prochaines minutes. On est dans des milieux en changement, dans une évolution des besoins, dans des changements. Et les milieux, nos milieux en changement nous obligent à innover. Si on n'innove pas, ben, c'est un peu la mort et c'est la fin de la réponse aux besoins. Donc, enjeu important. Croissance et rentabilité. Je vous dirais l'enjeu de l'autonomie financière. Comment grandir en conservant sa mission? Comment être rentable en conservant sa mission dans des secteurs, par exemple, comme la microfinance ou le microcrédit, où la rentabilité est toujours un défi. La gouvernance, ben, on va parler de risque démocratique. Et la gouvernance, dans ce dont on parle, puis Mike, vous l'avez un peu introduit, pour nous, l'économie sociale et solidaire et la finance solidaire est un élément extrêmement important là, par rapport au risque démocratique ou au risque de dérive dans la gouvernance. L'accès, ben, c'est tout le défi de demeurer accessible tout en gérant le risque financier. Et la transition, on l'a ajouté, qui est un élément important parce que nous sommes au cœur d'un processus de changement. On va le voir tout à l'heure du fonds d'emprunt à la mutuelle de microfinance. Gérer le changement, c'est aussi un enjeu important dans le sens de faire suivre les instances, faire suivre une équipe de travail, faire suivre des bénévoles. Comment on s'approprie ce projet-là et qu'on le définit ensemble. Alors, c'est un ensemble d'enjeux pour nous très importants. Excellent. Alors, pouvez-vous commencer peut-être avec une trame de fond? C'est quoi au juste le Fonds d'emprunt Québec? Oui, rapidement, le fonds existe depuis 15 ans, a été fondé en 1997. C'est une entreprise, et ça c'est important dans la définition du nouveau projet qu'on a en termes d'innovation. On est un organisme à but non lucratif, mais aussi enregistré comme organisme de bienfaisance auprès de l'Agence de revenus du Canada. Ça comporte certaines contraintes dont on s'est aperçu pas mal dans les dernières années, contraintes qui limitent le développement et qui limite le développement d'activités commerciales et de capitalisation. Alors, tantôt, on va comparer ça avec la croissance des besoins et c'est un élément important. On supporte des projets sur tout le territoire de la région de la capitale-nationale. Pour ceux qui ne connaissent pas notre région, c'est un milieu urbain par rapport à la ville de Québec, mais des territoires ruraux aussi, lorsqu'on parle de Charlevoix et de Portneuf. Je vous dirais aussi qu'on a, et on reviendra, une clientèle qui s'élargit de plus en plus. On a des partenaires
qui démontrent, je n'en ferai pas toute la liste, vous comprendrez bien, vous pourrez les revoir. Mais pour nous, c'est l'importance de l'ancrage dans notre communauté. C'est aussi une question de reconnaissance et de crédibilité par rapport à l'ensemble des partenariats qui sont très diversifiés, qui passent du public au privé, au communautaire. C'est des éléments extrêmement importants. On est aussi sur le plan des investisseurs que le fonds d'emprunt peut avoir jusqu'à maintenant. Pour nous, la diversification des investisseurs à la capitalisation est un élément important. Quand on parle d'investisseurs, c'est à la capitalisation, donc c'est les argents que l'on reçoit et qu'on va reprêter. Notre capitalisation est construite à 80 d'investissement, 20 de dons, et vous voyez à peu près de provenance extrêmement diversifiée. Pour nous, c'est important de manière à ne pas, je vous dirais, développer de dépendance et avoir une autonomie de gestion. On l'a dit tout à l'heure, là, par rapport aux implications qu'on a. On a aussi certains liens parce qu'on trouvait important, on dit, et c'est ça aussi tout le travail de concertation, d'ancrage dans le milieu, ici, mais aussi ailleurs. On est bon seul, mais on est encore plus fort lorsqu'on est avec d'autres. Donc, c'est toute la question du développement avec d'autres organisations qui travaillent à l'international où on peut échanger sur nos pratiques. Et vous verrez, le modèle mutuel de microfinance, de toute façon, est essentiellement lié à des pratiques qui nous ont inspirés pour beaucoup. Dans les services et les résultats qu'on offre, écoutez, on a, au moment où on se parle, et c'est ça qui va se transformer aussi, des services de microcrédit jusqu'à hauteur de 40 000 On fait de la formation et de l'accompagnement. Je vous dirais, l'approche du microcrédit ou du crédit communautaire au Québec, elle est essentiellement liée à un geste de crédit associé à un travail d'accompagnement des personnes dans leur projet. Alors, ce volet-là, on le verra aussi lorsqu'on augmente le volume, comment on va concilier tout ça. Alors, on fait de la formation en amont du prêt, c'est-à-dire au moment de la rédaction du plan d'affaires, et en aval pendant toute la durée du prêt, en moyenne 3 ans et demi. Et on fait aussi, on a développé en termes de préoccupation d'autonomie financière, des services de consultation, des services à la carte auprès d'entreprises à toute phase de développement et tout type d'entreprise. Après 15 ans, nos résultats, là, qui datent maintenant de près d'1 an, mais on a pour, il y a 1 an, on avait 2,7 millions d'argent prêté pour 11 millions de coûts de projet. C'est-à-dire qu'on est rarement seul dans une entreprise. On va donc travailler avec d'autres partenaires où on va accompagner les entrepreneurs pour qu'ils puissent avoir accès à d'autres sources de financement. Nous, on va aller dans la partie, bien sûr, à risque, la partie de l'intangible, la partie sans garantie ou, comme je dis toujours, avec des garanties quelque peu virtuelles. On a généré dans notre communauté 1,4 million de capital à prêter. Sur ça, je vous dirais, maintenant, on est autour de 800 000 dans le cours de prêt. Alors, vous voyez qu'on arrive au bout de notre capitalisation, ou presque. On a accompagné autour de 2500 personnes, 550 emplois générés, emplois créés, emplois maintenus. Et les deux statistiques qui nous importent beaucoup toujours, 68 de taux de survie des entreprises après 5 ans. Alors, c'est plus que le double là, de la moyenne nationale ici au Québec pour les petites entreprises de 5 employés et moins. Et on a un taux de remboursement de 91 Pour nous, c'est excellent, surtout qu'on nous dit constamment que nous sommes dans le haut risque. Alors, on se rend compte que si on accompagne les gens et si on leur donne accès à des outils pertinents, on gère le risque et c'est faisable. Les taux qu'on vous dit là, d'ailleurs, on les retrouve dans le réseau québécois du crédit communautaire. On n'est pas les seuls là, à avoir cette réussite-là, je dirais. Encore là, beaucoup lié aux liens de proximité, puis à la fonction d'accompagnement qu'on a. C'est fort intéressant, mais ce
qui m'impressionne, c'est avec des résultats de même, une réussite de même, vous voulez continuer si ce n'était pas suffisant ou si ce n'était pas suffisamment face au contexte dans lequel vous vous trouviez? Absolument. Et c'est là la grande question. J'ai commencé à vous dire, nous avons une structure au BNL et organisme de bienfaisance qui limite le développement. En fait, depuis 6 ans, on travaillait sur le projet de mutuelle de microfinance depuis 2 ans de façon intensive, c'est-à-dire à l'étape de pré-démarrage. C'est les besoins croissants que l'on rencontre qui nous ont amenés à se questionner comme conseil d'administration et comme équipe de travail, comment peut-on suivre l'évolution des besoins. Donc, ça nous a amené à chercher un modèle d'affaires, je vous dirais, plus performant pour répondre à ces besoins-là. À ça, bien sûr, s'est ajouté 2008-2009 pour nous des années déterminantes en termes de croissance des besoins. On s'est rendu compte qu'on faisait 1 prêt, 2 prêts, 3 prêts, 4 prêts. L'accès au financement conventionnel s'est de beaucoup restreint depuis 2008-2009. Donc, ça nous a obligés à réfléchir et à dire comment on pourrait mieux répondre aux besoins croissants des personnes. Et ça se doublait, je vous dirais, de toute la question de la sécurité financière. Comment développer une approche plus globale? Le microcrédit est un élément, est un produit essentiel. Ce qu'on se rendait compte, par contre, c'est que les gens demeurent, et les entrepreneurs et les personnes demeurent dans une fragilité économique. Et on se disait, c'est toute la difficulté d'avoir accès à d'autres produits financiers. Et là, on parle de l'assurance et de l'épargne. Vous savez, nous, on demande aux gens d'avoir une assurance sur le prêt. C'était toujours d'une complexité peu commune. Donc, cette pression-là des besoins nous ont amenés à réfléchir les choses autrement. Et ça a aussi créé une pression sur la capitalisation. De plus en plus de prêts émis nous obligeaient à capitaliser davantage et sous la forme au BNL, c'est extrêmement difficile de capitaliser. On pourra revenir sur ce thème-là et une autre dans les questions. Donc, ça nous a amené à regarder des modèles. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et là, on a regardé des modèles existants, et vous les connaissez peut-être en Afrique, en Europe, en Amérique latine, aux États-Unis, des modèles de microfinance. Et on s'est dit, ben si ça se fait ailleurs, pourquoi ne pourrions-nous pas le faire ici? Alors, on a démarré la chose en disant, OK, faisons le passage du fonds d'emprunt dans sa fonction microcrédit, donc des crédits de faible montant à des personnes à revenus précaires pour des activités génératrices de revenus autonomes, à la microfinance qui nous permet un véhicule, d'avoir accès à un véhicule pour fournir un ensemble de produits financiers. Quand on dit ça, on parle de crédit, d'épargne et d'assurance, à une clientèle plus large aussi, donc aux personnes qui sont exclues des réseaux de financement ou du système financier classique ou formel. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir déployer des services liés à la sécurité financière des personnes pour qu'elles puissent effectivement prendre leur place ou prendre une meilleure place dans la communauté. Essentiellement, la mutuelle, on le dit toujours, c'est un projet de concertation dans un milieu. On doit donc avoir la capacité de regrouper autour de ce projet-là des membres, des investisseurs et des instances qui sont intéressés à donner accès, à démocratiser l'économie. En d'autres termes, ce serait ça. Et ces nouveaux services constituent une évolution de la mission pour le Fonds d'emprunt Québec? Ben, c'est sûr, c'est-à-dire, on garde la même mission. La mission de mobiliser des investisseurs, d'accompagner des personnes à revenus précaires, à faible revenu, porteuses d'un projet d'entreprise, elle reste toujours là. Ce qu'on ajoute à notre mission, c'est toute la question, comme je vous disais, de la sécurité financière avec d'autres produits
Et on élargit, vous savez, quand on parle de personnes dans la mission de la mutuelle qui ont des difficultés d'accès au réseau traditionnel, d'accès au réseau financier traditionnel, depuis 2008, ce qu'on constate aussi, c'est une différence au niveau des clientèles. On fait beaucoup face à je vous dirais, à la pauvreté au travail. Donc, des gens qui travaillent, mais qui demeurent dans une précarité financière énorme. Et on se dit comment on peut travailler avec ces gens-là aussi pour qu'ils sortent de cette situation-là. Donc, on a créé un hybride dans la mutuelle de microfinance. Ce véhicule-là, vu qu'il n'existait pas ni au Québec ni au Canada, ben la solution pour le faire était d'obtenir une loi privée, un projet de loi privée auprès du gouvernement du Québec, et qu'on est très fiers d'avoir obtenu le 7 décembre dernier. Ce véhicule-là, il atterrit, je vous dirais, sous deux lois. Là, il s'inspire de deux lois, donc la loi sur les mutuelles d'assurance. Vous savez que les mutuelles n'existent au Québec que sous la forme d'assurance. Et sur la loi, dans la loi sur les sociétés de fiducie et sociétés d'épargne, de manière à pouvoir éventuellement faire de l'épargne aussi. Donc, si je me résume, le réfèrement du cadre normatif des institutions financières, ça nous a amené à créer un modèle pour pouvoir répondre aux besoins des clientèles qu'on veut rejoindre, des personnes qu'on veut rejoindre. Un modèle qui prend la structure d'une mutuelle. Absolument. Un modèle qui prend la structure d'une mutuelle. Une mutuelle, on pourrait dire pourquoi une mutuelle? Ben, on aurait pu, et on s'est posé la question dans toute la démarche qu'on a fait depuis 2 ans, on aurait pu créer tout simplement une entreprise privée, une société d'épargne et de fiducie. Ça ne nous tentait pas, parce que ça ne nous ressemble pas, ce n'est pas les valeurs de développement, on n'a rien contre l'entreprise privée, on va financer des travailleurs autonomes, des petites entreprises privées, mais nous, ce n'est pas le modèle qu'on priorisait. On voulait s'accoler à ce qu'on est plus, c'est-à-dire une entreprise collective, et se confirmer notre lien avec l'économie sociale et solidaire et la finance solidaire. Ce que ça nous permettait, c'était d'offrir une offre de services intégrés, c'est-à-dire microcrédit, microassurance, microépargne. Ça permettait aussi le lien de proximité et d'appropriation du véhicule. Donc, avoir des membres, c'est maintenant le lien d'usage qui va caractériser les membres du fonds d'emprunt. Vous savez, un OBNL ne peut pas prêter à ses membres. C'était un autre des problèmes qu'on avait, nous, et on disait, si on veut que les membres soient partie prenante de la chose, il faut changer le modèle. Donc, avoir son mot à dire. Puis, on disait que ça va même permettre aux entreprises et aux personnes d'avoir un rayonnement plus grand. Alors, l'entreprise d'économie sociale devient garante de notre mission, de la préservation de notre mission. C'est un enjeu de mission, de gouvernance et de participation, je vous dirais. Alors, le modèle d'affaires nous permet, en tout cas, d'avoir une poigne là, sur ça. Vous savez, la mutuelle aussi, ce qu'on voulait, c'était enchasser la mission dans une loi. Si vous allez voir le texte de loi, vous pouvez aller le voir là, sur Internet. Ce qu'une coopérative ne peut pas faire nécessairement. Alors, en ayant une loi, on enchassait notre mission. D'autre part, la nature des activités qu'on faisait, c'est-à-dire des services financiers, au Québec, dans la réglementation, la nature des activités, si on fait des services financiers, on est obligé de faire partie d'une fédération. Vous comprendrez qu'au Québec, si on parle de fédération, on parle de Desjardins ou de mouvements coopératifs. Alors, encore là, on n'a rien contre Desjardins. Cependant, on ne voulait pas devenir une caisse Desjardins. Donc, ça nous obligeait à aller voir le modèle mutualiste. Par ailleurs, on sait qu'il y a plus de flexibilité dans le modèle mutualiste par rapport à l'utilisation et à le paramétrage, je vous dirais, des parts privilégiées. Donc,
le modèle mutualiste, bref, nous permettait, et là je passe des détails là, par rapport à la constitution du CA, les membres au CA, et versus la nature de nos activités, de s'épargner d'éventuels conflits d'intérêts. Donc, pour Linda, nous, je suis juste un peu conscient du temps qui reste. Il y a 3 diapositives. Peut-être que vous pouvez parler rapidement de qui sont les membres. Oui. Alors, les membres vont être nécessairement, c'est le lien d'usage. Donc, les utilisateurs des services, donc des gens qui utilisent le microcrédit, qui utilisent l'épargne, qui utilisent l'assurance. Et c'est une part sociale de 5 $. Il pourra avoir l'émission de parts privilégiées. Des détenteurs de parts privilégiées de plus d'1 million pourront être membres. Je vous rappelle, c'est la question un membre, un vote, qu'on ait 1 million, qu'on ait 5 $, on est un membre et un vote. Par ailleurs, sur les services, microcrédit, microassurance, microépargne, formation, le volet formation, accompagnement est essentiel sur toute la question de la sécurité financière, formation à l'assurance aussi, la microassurance. L'assurance va être livrée d'ailleurs avec un partenaire assureur, comme ce qu'on retrouve dans plusieurs autres modèles de mutuelles. Donc, on aura des investisseurs membres, des institutions financières, des fondations privées, des entreprises privées. Nous sommes présentement là, sur le dossier, je vous dirais, des investisseurs à la mutuelle. Ce qu'on vise dans les 5 prochaines années, bien, vous comprendrez bien que l'enjeu de ça aussi, c'est une question de volume. Donc, on prévoit 20 millions en capitalisation sur 5 ans, 1000 nouveaux clients, 3000 demandes de prêts traités et plus de 3000 emplois générés. Ces chiffres-là, on ne les a pas inventés. On a fait des études de marché, une étude de marché qui nous démontre la capacité du marché à accueillir une entreprise de cette nature-là. Très rapidement, les étapes franchies, bien, nous terminons 2 ans de prédémarrage avec le projet de loi qui a été adopté. On vient de tenir notre réunion d'organisation, donc il y a maintenant un conseil d'administration permanent, je dirais, là, plutôt que provisoire. On a adopté le règlement intérieur. Nous sommes en train de documenter l'ensemble des autres étapes, programme de gouvernance, programme de formation sur l'assurance, l'épargne. On est en partenariat avec l'autorité des marchés financiers sur cette question-là. Tout ce qui est politique de gestion, système d'information de gestion. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de boulot à faire. Ce qui s'en vient prochainement, ben, on veut faire un lancement officiel, les premiers membres officiels aussi, le lancement des nouveaux services au fur et à mesure qu'ils seront prêts. Nous allons lancer de nouvelles lignes d'affaires et la nouvelle image. Super, mais c'est vraiment très intéressant. Puis c'est sûr je suis sûr que les participants vont avoir des questions. C'est une initiative assez complexe, une loi privée même. Donc, j'invite les participants à poser des questions tout de suite dans la boîte de conversation, puis on pourrait revenir lors de la période de questions-réponses. Mais ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Super. Pour l'instant, on va passer à notre prochaine invitée, Claire Robitaille. Claire possède plus de 25 ans d'expérience en développement régional et local au Québec, ayant travaillé entre autres pour le Réseau d'investissement social du Québec, le Fonds d'investissement local et de l'approvisionnement des fonds communautaires, Filaction, et a été directrice générale du Centre d'aide aux entreprises de la région de Manicouagan. Elle s'est jointe à l'équipe du Fonds d'emprunt Québec en mai de l'année passée comme coordonnatrice du projet de mutuelle de microfinance, en plus d'assumer les fonctions de contrôleur. Aujourd'hui, elle va nous présenter l'expérience du MECREPAG. Aujourd'hui, parce qu'elle est aussi une mordue de la coopération internationale, ayant réalisé 2 mandats comme volontaire, une comme conseillère en gestion de coopérative au Mali et une autre en tant que conseillère en microfinance en Guinée, où vous avez soutenu la création de cette mutuelle. C'est bien ça, Claire? Oui. Oui. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je devrais mentionner aussi, même si la technologie n'a pas l'air très bien fonctionner, j'espère que Mme Fatoumata Barry, qu'on voit dans la fenêtre des participants, qui est directrice générale de la MECREPAG, elle est en train de nous écouter directement de la Guinée. Elle pourrait peut-être ajouter des commentaires ou précisions dans la boîte de conversation. Donc, merci pour votre présence, Mme Barry. Bonjour, Mme Barry. Contente de savoir que vous êtes avec nous. Oui.
Alors Claire, vous allez nous raconter comment les enjeux et défis que le Fonds d'emprunt Québec est confronté ne sont pas uniques au Québec. C'est certain que c'est à peu près les mêmes défis, mais en Afrique de l'Ouest, déjà, la microfinance est connue. Et quand je suis arrivée en Guinée, il y avait déjà un projet de loi en rédaction pour la microfinance, contrairement à ici où il a fallu se débattre pour avoir une loi privée pour pouvoir faire de la microfinance. OK, mon expérience est en Guinée. La Guinée est dans l'Afrique de l'Ouest. Elle a un plateau continental de 42 000 km. C'est un assez grand pays et 300 km de façade maritime, comme vous pouvez le voir. La capitale est Conakry. C'est quoi qui a mené donc à la création de la MCREPAG? C'était une question de répondre aux besoins en crédit et épargne de la communauté de la pêche artisanale. Il y avait déjà des institutions de microfinance, mais elles ne pouvaient répondre aux besoins très particuliers de ce secteur d'activité. Donc, la MCREPAG a été créée en 2007. Moi, je suis arrivée en 2006 pour faire l'étude des besoins. La MCREPAG, les besoins, on pensait au début que c'était plus pour les moteurs, les embarcations, mais on s'est rendu compte que les plus grands besoins étaient auprès des femmes, celles qui vendent le poisson, celles qui fument le poisson. Et c'est plus eux qui avaient besoin de financement et aussi tous les autres secteurs qu'on va nommer tout à l'heure. Aussi mobiliser l'épargne. Souvent, l'épargne est, on dit, thésaurisée. C'est-à-dire que les gens n'épargnent pas, ils vont acheter un bœuf, un mouton, des bijoux, mais ils ne mettent pas l'argent à la banque. Puis lors de la période de soudure, la pêche, c'est une certaine saison, mais il y a 4 mois où ils ne peuvent pas pêcher. Donc, il n'y a aucun revenu qui rentre, à part un peu de revenus d'agriculture. Donc, on voulait mobiliser l'épargne pour que les gens puissent avoir des revenus à l'année. Un autre objectif très difficile, c'est de créer des caisses dans chacun des ports, 17 ports de pêche au pays. Moi, j'ai créé celle de Conakry, où il y avait déjà 10 ports, et par la suite, CAMSAR a été créé et d'autres caisses. Le gros défi aussi, c'est la gouvernance démocratique, c'est-à-dire la tenue de l'Assemblée générale, une tenue du conseil d'administration. On a formé aussi un comité de crédit. Les gens sont plus habitués à prendre des décisions comme en entreprise privée. Donc, c'était une des objectifs, c'est d'amener une gouvernance plus démocratique. Ça, c'est la photo lors de l'Assemblée générale constituée. Comme vous voyez, 90% sont des femmes. Les objectifs spécifiques. Comme on disait, objectif, offrir des produits financiers, d'épargne et de crédit adaptés aux besoins du secteur. Renforcer le pouvoir économique des femmes dans la pêche du secteur. Réaliser des formations spécifiques. L'éducation et la bonne gouvernance, ou l'éducation au crédit à l'épargne, parce que les gens ne savent pas trop ce que c'est le crédit. Cultiver et promouvoir l'esprit de l'épargne dans la communauté des pêcheurs. Assurer la viabilité de la mutuelle afin de garantir son fonctionnement à long terme. Ça, c'est un défi de toutes les mutuelles et institutions de microfinance. Faciliter l'entrepreneuriat de la jeunesse. Il y a un gros problème de relève dans le secteur de la pêche artisanale parce que les jeunes ne sont pas très attirés par ce métier. Améliorer les conditions de vie et de travail de ses membres. C'est un métier qui est assez risqué. Donc, en mer, parce que les gens ils ne portent même pas de gilet de sauvetage, ils peuvent se faire chavirer par un gros bateau de pêche industriel. Donc, on voit aussi dans la mission un peu plus large notre mission sociale. Et aussi de pourvoir la population d'un meilleur approvisionnement en produits halieutiques. Plus on aide la pêche artisanale, c'est elle qui emmène le poisson dans la capitale, dans le pays. La pêche industrielle, tout le poisson est exporté. Donc, c'est la pêche artisanale qui permet aux gens de se nourrir à un prix raisonnable. Ça fait beaucoup d'objectifs. Est-ce qu'il y a un groupe particulier que le mutuelle a visé à soutenir? Les femmes dans un premier temps. Et vous allez voir que dans les résultats plus tard que c'est les femmes qui ont été visées en premier. Et après, certains programmes se sont ajoutés pour les jeunes et la relève. Mais ça se fait bien. On fait les objectifs en parallèle à la fois. Madame Barry pourra donner des informations supplémentaires.
Mhm. Les principales bénéficiaires, OK, comme je vous disais, c'est les fumeuses de poissons. Parce que là-bas, on mange beaucoup de poissons fumés, vu qu'il n'y a pas de frigo en général, que l'électricité n'est pas toujours là en Guinée. Le poisson fumé se garde beaucoup mieux. Les marailleurs et marieuses de poissons, c'est pas des marieuses, là, comme je pensais quand je suis arrivée, là, c'est des vendeuses de poissons. Après ça, il y a les pêcheurs armateurs, c'est ceux qui ont les barques, et plusieurs barques. Les mécaniciens d'hors-bord, qui ont des fois besoin d'un peu d'équipement, les constructeurs de barques, les happeurs, ceux qui font la pêche à la ligne, mettons, les exportateurs de produits de la pêche et toute autre personne exerçant des activités liées à la pêche. Vous avez quelques photos, je pense, de... Après, vous allez voir les vendeuses de poissons, c'est souvent la nuit, et c'est dans ces conditions qu'elles vendent. Elles vont chercher leurs poissons directement au port et les ramènent dans différents marchés. Et à droite, vous avez du poisson fumé. C'est leur poisson préféré qui s'appelle le conquet. C'est le poisson national. OK. Et là, vous voyez les pêches. Vous voyez un peu les conditions de pêche. Vous voyez, personne n'a de gilet de sauvetage. Ils s'en vont comme ça. Donc, oui, quel service offre le MECREPAG à cette population, ces gens? OK. Pour le moment, c'est le crédit et l'épargne. Donc, il y a du crédit à court terme, 3 à 12 mois. C'est le crédit solidaire, groupe de femmes. On appelle ça le crédit solidaire parce que c'est 5 femmes qui empruntent un montant qu'elles se partagent et sont responsables une et l'autre de rembourser chaque mois. Et quand la femme est rendue, il y en a qui sont rendus un peu plus loin, elle peut avoir son crédit régulier individuel. Ou un homme. L'autre type de crédit, c'est ceux plus à long terme. Donc, c'est souvent plus pour les coopératives ou les armateurs, parce que c'est des crédits plus gros en général, le crédit commercial. Le crédit bail, c'est qu'on achète les moteurs et on les cède en crédit bail aux entreprises. Et le crédit investissement, qui est peut-être un peu moindre vu les montants que la mutuelle a pu accumuler jusqu'à maintenant, c'est l'achat de barques, c'est assez cher une barque, de moteurs et de filets. Un moteur, ça peut aller jusqu'à 5 000 $, ce qui est un très, très, très gros montant. Donc, le mutuel a touché à peu près combien de personnes jusqu'à date avec ses activités? OK. Elle a, c'est presque 3 000 membres, dont la majorité sont des femmes. Le nombre d'organisations, c'est 80, 26 groupements ou associations de membres, parce qu'il y a beaucoup de coopératives dans le secteur d'activité. Il y a 12 employés au total, ce qui n'est pas beaucoup parce qu'il y a 4 caisses. Ils ont des stagiaires. C'est ça. Et en plus, les femmes sont formées en crédit, en épargne, en gouvernance, donc, et les hommes. Mais en général, c'est plus les femmes qui se présentent aux formations. Ça, les points de service, c'est à Camsar. Je vois mes amis du SOCI qui sont là. Donc, Diane Diallo. Ça, c'est les femmes. Vous voyez là-bas, quand on prête de l'argent, c'est pas comme ici, hein, c'est pas un chèque ou un virement bancaire. C'est de l'argent cash. On met ça dans une petite enveloppe et on leur remet. C'est souvent l'occasion d'une fête parce qu'on fait souvent des remises en groupe. Parce que les gens sont fiers d'obtenir un emprunt. Ils sont très fiers de ça. Ça, c'est la caisse de Bongolon. C'est beau. Donc, quelques chiffres pour nous orienter dans l'ampleur des activités du MECREPAG. Les fonds propres, 70 500 $. Mais je vous rappelle quand même que si on regarde le PIB, vous pouvez multiplier par, ça peut valoir 2-3 millions. L'équivalent là, que nous autres, on aurait en dollars canadiens. Il y a 4 guichets. Ils veulent dire probablement c'est leur présentation 4 bureaux. Il y a 12 employés répartis dans les 4 bureaux, dont la plupart sont au siège social, 2834 clients, 1996 femmes, nombre de crédits aux femmes, 1582, volume de crédit, 120 600 $. Moi, quand j'ai vu les chiffres, j'ai dit c'est bien petit, mais là-bas, on parle en millions. Hein? Ça fait que c'est différent, mais ça vaut presque 5 millions. OK? Là-dessus, les femmes ont eu 97 600. Bon, en cours de dépôt d'épargne, c'est un gros défi pour eux. On avait déjà parlé parce qu'on est seulement rendu à 9 millions. 9 500 $. En cours de crédit, 84 000 $. Et le nombre de clients actifs, 1279. C'est quand même beaucoup de clients à gérer.
Il va falloir beaucoup améliorer. Il y a un défi de système informatique et de contrôle. Oui, et on voit que le nombre de clients indiqué ici, 2834, c'est le même nombre que donné tantôt pour le nombre de membres, qui est le propre d'une mutuelle. C'est les clientèles sont les membres. Oui, c'est obligatoire. C'est aussi une question d'usager. Soit que les gens ont épargné, soit qu'ils ont emprunté. Super. Bon, mais c'est très intéressant. Merci Claire pour cette présentation et c'est dommage. Ça a l'air que Mme Barry n'est pas capable de voir les images, mais au moins la boîte de conversation a l'air marcher et elle peut nous entendre avec les mêmes coupures que tout le monde. Donc, elle pourrait peut-être ajouter des commentaires dans la boîte de conversation. Donc, on va ouvrir la période de discussion et de questions plutôt maintenant. Vous pouvez soumettre vos questions dans la boîte de conversation sur l'écran. La présentation aujourd'hui a couvert beaucoup de points. Évidemment, la structure de mutuelle peut être peu familier à certaines personnes, comme c'était le cas pour moi. Donc, les questions vont être sans doute très diversifiées, mais n'hésitez pas à les poser ici et on va faire le tour de plus grand nombre possible. Je vais aussi désactiver la fonction de synchronisation des diapositives afin que les participants, vous pouvez avancer, reculer, retourner, voir certaines diapositives que vous vouliez voir une deuxième fois qui ont peut-être passé trop vite. Donc, une première question de Normand. Est-ce toujours des initiatives endogènes? Je pense que l'idée peut-être d'une mutuelle, Claire, vous avez dit, c'était déjà connu en Guinée. Oui, mais l'initiative vient vraiment de l'Association des pêcheurs artisans de Guinée. C'est vraiment endogène. Et l'argent qui a été mis là-dedans, le premier argent, c'était vraiment l'argent des gens du secteur de la pêche artisanale. Donc, c'est très endogène dans ce cas. Oui. Et peut-être une question liée de ma part, ce qui m'a étonné un peu quand Linda a parlé du fait que ces exemples de mutuelles, de crédit existaient un peu partout ailleurs dans le monde, mais pas encore au Canada. As-tu une idée pourquoi il serait plus avancé que nous, mettons, en Guinée ou ailleurs aux États-Unis, des places où on se compare souvent, on se prenne des idées, mais ça n'existait pas au Canada? Ben, c'est assez étonnant, effectivement. Pourquoi la question est bonne, Mike? Moi, j'ai ma théorie. Oui. Ma théorie dans ça. Oui. De toute façon, le microcrédit qui s'est développé au Québec dans les années 90, Oui. c'est aussi inspiré des pratiques des pays en voie de développement. Vous savez, moi je dis, c'est toujours plus facile de voir la pauvreté ailleurs que chez nous. Hein? C'est toujours, puis on a beaucoup de bonnes intentions quand c'est loin de nous. Quand c'est proche, c'est toujours plus menaçant, hein? Ça fait toujours un peu plus mal de reconnaître. Il y a ça, je pense, une espèce de préjugé. Et vous savez, il y a, au Québec aussi, au Canada, je connais moins, mais au Québec, il y a quand même des outils financiers qui existent. Hein? On ne peut pas le nier, là. Beaucoup liés à l'économie sociale, mais par rapport aux populations les plus pauvres, par rapport à ceux qui sont exclus et qui demeurent exclus pour différentes raisons, pour ces gens-là, les outils sont très peu, il y a très peu d'outils et très peu accessibles. Donc, c'est de faire reconnaître, je vous dirais, la nécessité pour ces personnes-là d'avoir accès à ces produits-là. Ce qui n'est pas, malgré tout ce qu'on dit, évident. Vous savez, aux États-Unis, ça fait quand même pas très, très longtemps, ça fait peut-être 5 ans, 5-6 ans aux États-Unis qu'il y a des modèles de mutuelles ou de microcrédit. Il y a des fonds communautaires qui existent depuis très longtemps, là, dont on s'est inspiré aussi pour créer des fonds communautaires au Québec. Oui. Donc, c'est ça. OK, bien intéressant. Donc, pour revenir aux questions de Jean-Emmanuel, une question pour Claire. Est-ce que, Claire, tu crois la pérennisation de la McREPAG, c'était une des
objectifs, que le mutuel soit viable à long terme. Est-ce que ça semble être bien parti? OK. Je vois que mon partenaire de ceci, on était ensemble en Guinée, en même temps. Oui, j'y crois toujours que ça va se pérenniser, mais c'est un gros défi. À cause du taux d'intérêt, c'est surtout que l'argent, on appelait ça en Guinée, varie beaucoup, le taux de change. Et c'est très difficile à rentabiliser. Mais comme ça a été fondé en 2007, ils ont réussi à survivre 5 ans. Ils ne font pas beaucoup de profit, mais ils s'en tirent très bien. Ils ont l'appui du ceci, il y a toujours des gestionnaires autour d'eux. C'est excellent. Alors, une question pour Linda de la part de Raphaël. Quelles sont les conditions d'accès des entreprises pour participer à la mutuelle? Ben, comme on disait, c'est vraiment le lien d'usage. Il faut payer sa part sociale de 5 $. Et partant de là, ben, on peut avoir, mais il faut avoir un besoin, je dirais, c'est l'utilisation, soit de microcrédit, soit d'assurance, soit d'épargne. Vous savez, au Québec, l'épargne, c'est une problématique importante. Là, hein, les gens n'épargnent pas, il y a un niveau d'endettement important. Alors, ce qu'on veut mettre en place, c'est des outils qui vont favoriser, puis sensibiliser, puis faire de l'éducation financière autour de ça. Mais c'est vraiment le lien d'usage qui va déterminer qu'une entreprise est membre ou pas. Je ne sais pas si ça répond à la question. Là, mais... Oui, je pense que oui, mais ça a l'air que la qualité du son est remplie vraiment de façon significative qui est malheureux. Je ne sais pas si... peut-être ce qu'on va faire, on va essayer de finir quelques questions qui restent, puis on va se débrancher la téléconférence et se reconnecter pour la période de questions par la suite, à voir si ça peut aider avec la situation. Donc, il y avait une autre question de la part de Tania. Quels sont les impacts sur l'amélioration de la qualité de vie des membres pour les deux cas, tant à Québec qu'en Guinée? Est-ce qu'il y a des impacts concrets qui ont été réalisés jusqu'à date pour l'amélioration de la qualité de vie des membres? Oh, ça c'est un peu difficile pour moi de vous répondre parce que j'ai quand même quitté en 2009. Il faudrait poser la question à Mme Barry. Je ne sais pas si elle l'a entendu. Et pour le Québec, je vous dirais, écoutez, on va le voir, la mutuelle, elle va commencer ses opérations. Je peux pas. Ce que je peux vous dire, par contre, par rapport au microcrédit, à ce qu'on a fait depuis 15 ans, c'est clairement, je dis, le microcrédit, le crédit communautaire, appelons-le comme on voudra, c'est pas la seule panacée. C'est un outil qui doit faire partie et accompagner d'autres outils. Nous, pour des enquêtes internes qu'on a déjà fait ici, ce que les gens nous ont toujours dit, financièrement, économiquement parlant, dans les premières années, sont restés à peu près au même niveau de revenus. Par contre, toutes les personnes, ou presque, nous disaient, ma qualité de vie s'est améliorée. Alors, au début, je vais vous dire, on ne comprenait même pas ce que ça voulait dire. On disait, ben oui, mais comment que la qualité de vie peut s'améliorer si leur condition économique ne s'est pas améliorée? Et ce qu'on a compris, en fait, c'est que l'élément financier économique n'est vraiment pas le seul élément. C'est toute la fierté, la dignité, la reprise en main, la reprise de l'estime de soi, le fait d'être, de participer, de briser l'isolement, c'est ça qui était l'élément déterminant. Nous, ce qu'on constate, c'est ça, les premières années de vie d'une entreprise, on ne se leurrera pas, là, puis la mutuelle, je pense pas qu'elle va changer ça, là, c'est pas parce que tu démarres en entreprise que tout à coup, tu deviens riche au bout de 6 mois, ou tu deviens... C'est dur, c'est difficile, ça prend beaucoup de courage. Le pari que nous, on fait, c'est en associant au crédit d'autres services financiers. On pense qu'on va améliorer cette situation-là, donc la sécurité financière des personnes. C'est le pari qu'on fait, mais
faudra s'en reparler dans quelques années. Mhm. C'est très intéressant. On voit que Mme Barry a répondu à M. Léon aussi pour dire que la pénalisation est effective aujourd'hui et le McRepac mobilise non seulement l'épargne interne, mais développe aussi des partenariats solides avec les partenaires au développement. Donc, c'est une... merci pour cette explication, Mme Barry. Je pense que ça fait le tour des questions et d'après ce que je vois jusqu'à date, la qualité du son semble diminuer. Donc, je vais conclure la partie enregistrée ici. Puis pour ceux, s'il y en a qui veulent continuer la discussion dans la séance, la partie réaction, on pourrait faire ça au téléphone qui risque d'être peut-être un peu plus fiable. Donc, voici quelques liens pour plus d'informations sur le Fonds d'emprunt Québec, la Mutuelle de la microfinance Québec et le McRepag. Vous aurez dû recevoir un courriel dans les dernières minutes qui contient un lien à un sondage d'évaluation. Ça prend juste 1 minute pour compléter. Vous allez prendre quelques secondes pour y répondre maintenant. Vos commentaires sont très importants pour nous, d'autant plus parce qu'on va continuer avec nos séries de webinaires, puis on cherche toujours à améliorer notre offre. Il va falloir évidemment revenir sur les questions techniques après l'expérience aujourd'hui, mais si vous avez d'autres commentaires, ils seraient le bienvenu. Et il y a beaucoup d'autres événements, des webinaires, ateliers et conférences qui sont aussi organisés par nos membres et d'autres organismes partout au Canada qui sont affichés sur le calendrier d'événements de notre site web. Donc, n'hésitez pas à les consulter en suivant le lien affiché ici. Je tiens à remercier encore une fois Linda et Claire pour avoir pris le temps de partager ces réalisations remarquables. Et merci aussi à Uniterra de son soutien au webinaire et aux activités internationales du Réseau canadien de TEC. Enfin, je remercie tous les participants de vos questions et leur participation, leur contribution au webinaire aujourd'hui, malgré quelques difficultés techniques. La présentation et l'enregistrement du webinaire, qui devrait avoir une meilleure qualité de son, seront affichés sur notre site web dans les prochains jours et nous vous enverrons le lien dès que ça va être disponible. Donc, le webinaire se termine ici. Les participants qui veulent participer à la période de réaction, vous pouvez rester en ligne. Je vais poser les informations d'accès dans quelques secondes. Et pour ceux qui nous quittent